télécommandés. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation de notre pays? Ça nous dit qu'on a un peu affaire à un djihadisme, un terrorisme low cost. C'est-à-dire qu'avec peu de moyens, on a vu dans le cadre de l'affaire Kouachi qu'il y a eu un emprunt fait pour acheter du matériel. On s'organise avec des petits groupuscules et non pas une grande organisation comme a pu être Action Directe par exemple, pour faire des coups avec des gens qui sont effectivement, qui peuvent être télécommandés de l'étranger. Donc ça prouve la difficulté de l'exercice de lutter contre ce terrorisme-là qui peut débouler à chaque coin de rue. Alors je ne sais pas pour faire peur, mais le risque zéro en l'occurrence n'existe pas. J'avais envie de vous dire, c'est encore plus inquiétant. C'est-à-dire que les grandes organisations terroristes, les leaders, même à l'étranger, etc., structurés politiquement, intellectuellement, j'allais vous dire, on voyait à peu près. Mais là, sur le fil, et je dis encore, on doit en parler avec beaucoup d'attention, on a quand même l'impression d'un apprenti terroriste ou d'un pantin télécommandé depuis l'extérieur du pays. Là, on parle de la Syrie en l'occurrence. C'est bien ça, toute la difficulté. Et il faut bien savoir raison garder sur les termes qu'on peut d'ailleurs employer publiquement sur le phénomène. Il ne faut pas non plus faire peur aux gens, parce qu'il y a eu des morts et on peut le regretter, mais depuis janvier, je crois que tout le monde est mobilisé sur la question pour éviter le risque, et d'où l'intérêt d'avoir une loi qui permette d'encadrer les techniques, etc. On va en parler. Mais attention, prenons les exemples de ce qui s'est passé dans les universités américaines ou en Belgique il y a peu de temps. C'était des individus isolés qui, armés, sont rentrés, ont tué des dizaines d'étudiants, se sont suicidés ensuite. Les services de renseignement, tout américains puissants qu'ils sont, n'ont jamais pu déceler ce type d'individus. Donc là, on a un mélange un peu des deux situations, ce qui complexifie le travail. Pierre Conessa, sur le profil de ce qu'on apprend concernant Vigilante. Je crois que, si vous voulez, la comparaison est intéressante parce qu'à l'époque de l'Action Directe, il y avait une espèce de démarche politique malgré tout. C'est-à-dire que, par exemple, quand Action Directe faisait sauter une aile du quai des Orfèvres, ma foi, c'était la DST qui était visée. Bon. Oui. Là, on est dans une guerre dont l'idéologie est tout à fait une idéologie totalitaire. C'est-à-dire que l'ennemi est une totalité. Les objectifs ont moins d'importance que l'effet médiatique qu'on va avoir. Et par nature, le terrorisme va toujours s'attaquer à l'endroit qui est le moins protégé. Donc là, en l'espèce, on sait bien qu'on ne va pas protéger les 40 et quelques mille lieux de culte, si vous voulez, ou sites catholiques. Et donc, si ça ne marche pas sur une église demain, ce sera éventuellement sur un autre site. Donc, encore une fois, ce n'est pas une démarche politique, ce n'est pas en fonction de la cible, c'est en fonction de l'intérêt médiatique et de l'impact psychologique que ça va avoir. C'est d'ailleurs la définition que donnait Aron du terrorisme. Mais là, on est vraiment dans une guerre dont l'idéologie est la totale. L'autre est un ennemi, et le mal, si vous voulez. Ce n'est pas un ennemi avec lequel on va négocier, c'est le mal, il faut le détruire. Oui, avec le califat, on ne discute pas. Enfin, en tout cas, le califat ne discute pas avec nous, voilà. Puisque son but, c'est de mettre en place un programme, alors pourtant à l'arrivée politique, qui régit chaque moment de notre vie. Absolument. Et surtout, comme il est considéré comme le mal, et que le califat est le bien, on ne discute pas avec le mal, oui. On le détruit. Asni Abidi. Le califat ne discute pas, mais il n'a pas de représentant, il n'a pas d'ambassadeur non plus en Europe pour justement reprendre langue avec. Et le problème aussi, c'est qu'il y a une évolution constante dans la galaxie des mouvements djihadistes, dans les pays arabes, en Syrie, en Irak, et le mode aussi opérationnel a changé, a profondément changé. On n'attend plus des ordres venant, par exemple, du quartier général, soit par exemple de Al-Qaïda, de Ayman Zawahiri ou de Abu Bakr Baghdadi pour commettre un attentat. Et la chance qui existe maintenant pour les services de renseignement, c'est le dernier quart d'heure. On a bien vu même le dernier attentat déjoué, c'est-à-dire que ça s'est passé dans les dernières minutes. C'est l'idée du fait qu'on dise à un type pas forcément très entraîné, pas forcément très aguerri, sur un coup de téléphone, par exemple venant de Syrie, il y a une voiture que tu vas aller chercher à tel endroit, et à l'intérieur, il va trouver 4 Kalachnikov, de l'armement lourd, et de quoi se lancer dans une opération, et la déclencher comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un opportunisme très important, parce qu'eux, ils frappent quand ils peuvent, oui, ils peuvent. Mais en même temps, ils ont besoin quand même d'un petit timing. Ils organisent la cible. Ça, on a bien vu dans ce qui s'est passé avec Sid Ahmed Glam, c'est qu'il avait un plan, l'église, l'endroit, la position avec le poste de police le plus proche. Donc il y a quand même un acte qui est réfléchi. Et ça montre aussi qu'il y a une certaine pression de la part de la centrale, pressée de passer à l'acte. Et il n'a pas pu le faire. Et on voit bien que donc le quartier général voulait absolument qu'il y ait un... C'est quand même très intéressant ce que vous nous dites les uns les autres depuis
depuis le début de l'émission, parce que ça met à mal aussi l'idée du loup solitaire avec laquelle on nous a quand même pendant un moment un petit peu baladé. Alors, c'était romantique, hein, mais dans ces affaires-là, le romantisme, on a envie de le mettre de côté. On peut déclencher un type, mais il est déclenché. Il y a des gens qui ont travaillé. On a préparé une voiture. Il y a des kalachnikovs à l'intérieur. Il y a une organisation. Alors, peut-être moins pointue dans certains cas, mais une organisation. Vous le percevez comme tel, Yves Tréhard? Bah oui, parce que le loup solitaire, l'idée, le concept, je dirais, mais il n'y a pas de concept en terrorisme. Il est né avec Mohamed Merah. Au début, on a dit c'est un loup solitaire. Alors, un jour, il va dans une école juive. Le lendemain, il va tuer des militaires. Et on s'aperçoit pas du tout, parce qu'autour de lui, il y a toute une... il y a un cercle qui est constitué en partie de sa famille, d'amis. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir, parce que l'enquête n'a pas été menée, de savoir toute la galaxie Merah, où elle en est aujourd'hui. Il y en a une partie qui sont partis, je crois savoir, au Moyen-Orient ou en Égypte. Est-ce que les autres en France sont sous le coup d'un contrôle régulier des services de sécurité français? Vous avez des informations parce que vous nous dites que l'enquête n'a pas été menée. Alors, je parle de l'enquête journalistique. Ah, voilà. Mais alors, il me paraissait important que vous le précisiez, tout en vous en remarquez que ce que vous nous dites est en effet très intéressant et que la galaxie Merah, elle mérite amplement d'être étudiée. Voilà. Alors là, de A à Z. Ça fait quand même 2 ans maintenant. On aimerait savoir, c'était en 2012, 3 ans. On aimerait savoir précisément ce qu'est devenue cette galaxie. Donc le loup solitaire, je crois que c'est une idée qui ne tient pas la route. On a vu qu'à chaque fois, les frères Kouachi, Koulibaly, qu'ils étaient même de mèche entre eux, qu'à chaque fois, il y a quand même un environnement. Ce qui est le plus inquiétant... Là, on a trois hommes interpellés qui semblent avoir joué, en tout cas, des rôles où on va le détailler, bien sûr. Hein. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est de savoir, et c'est là où je pense qu'on manque un peu d'informations, enfin, en tous les cas, moi, je ne les ai pas assez, c'est de savoir les contacts précis qu'ils entretiennent, ces terroristes qui sont sur notre territoire, avec justement les quartiers généraux qui ne sont pas des quartiers généraux, mais avec, je dirais, des bases en Syrie, en Irak, voire en Tunisie, je ne sais pas. Pour donner un ordre, il faut quand même une organisation, il faut quelqu'un qui utilise un téléphone, il faut savoir qui il appelle, il faut savoir qui il déclenche à côté. Et on s'est aperçu que récemment, dans une attaque, pas dans une attaque, dans un message qui a été diffusé en France de menaces sur la France, eh bien ce message était peut-être diffusé depuis la France, mais on n'en a pas la preuve. Peut-être que ce message était diffusé depuis beaucoup plus loin. Vous savez, quand il y a eu cette attaque contre TV5 Monde, d'où est partie l'attaque? Est-ce qu'elle est partie d'ici? Est-ce qu'elle est partie matériellement, techniquement? Attaque informatique, hein, je le rappelle. Attaque informatique. Pierre connaît ça. Oui, c'est vrai qu'on est dans un monde où aujourd'hui la communication à distance est d'une extraordinaire facilité. Donc arriver à déterminer qui donne l'ordre par quel moyen, à quel individu, devient extrêmement difficile, d'où la loi sur le renseignement, mais ça on y reviendra. Moi je me souviens d'époques, si vous voulez, où par exemple à l'époque d'Al-Qaïda, il y avait des mails auxquels étaient attachés des documents en pièces jointes qui faisaient 300 pages et puis qui ensuite étaient retirés 1 heure après. Bon, c'était pas pour les lire en 300 pages en 1 heure, c'était parce qu'il y avait des instructions opérationnelles dedans. Oui. Donc les systèmes s'adaptent, si vous voulez, au système de contrôle. Et on l'a vu avec les frères Kouachi ou avec les frères Koulibaly, où évidemment ils n'utilisaient pas leur portable, ils utilisaient ceux de leurs femmes. Mais ceux-là ne pouvaient pas être écoutés parce qu'on était sous contrôle d'une commission administrative qui faisait son travail avec. Ce qu'il faut peut-être ajouter, j'ajoute très simplement une chose, il n'y a pas de terrorisme low cost. À partir du moment où il y a des gens qui meurent, on ne peut pas considérer qu'il y ait du terrorisme low cost parce que la cible a été touchée. Et des morts, c'est pas low cost. Je comprends ce que vous dites. Et, moralement, non, mais vous avez tout à fait raison de le dire. Mais en même temps, ce qu'on veut dire, c'est que voilà, on se rend compte qu'il y a des différences d'organisation, mais que dans tous les cas, il y a bien des organisations. En tout cas, c'est ce que je retiens de ce que vous nous avez dit dans ce début d'émission. Avant d'aller plus avant, on va découvrir le premier reportage. 3 interpellations donc eu lieu dans l'entourage de Sid Ahmed Glam ce week-end. Celle qui fut présentée un temps comme sa compagne a été en revanche relâchée. L'enquête se poursuit après le projet d'attentat dans une église de Villejuif. On reste en revanche très circonspect sur le mobile du meurtre d'Aurélie Châtelain à laquelle ses proches ont rendu hommage. Dimanche, les 3 interpellés, eux, sont toujours en garde à vue. Lise Barcellini. Sid Ahmed Glam aurait-il pu agir seul? Les enquêteurs sont convaincus que non. Dès samedi matin à Argenteuil, un homme de 28 ans est interpellé. Ses empreintes ont été retrouvées dans la voiture garée à Aulnay-sous-Bois et qui contenait tout ou partie des armes. Dimanche matin, c'est à Saint-Ouen qu'un autre complice présumé est arrêté. Âgé de 27 ans, il est soupçonné
d'avoir été hébergé au domicile de Sid Ahmed Glam. Son ADN a été retrouvé sur une brosse à cheveux. Hier également, troisième interpellation, cette fois-ci à Pierrefitte. Un garagiste d'une trentaine d'années, suspecté d'avoir apporté un soutien logistique. Un commanditaire présumé aurait demandé à Sid Ahmed Glam de lui acheter un véhicule. C'est à Saint-Dizier que les policiers ont localisé une autre complice présumée, une jeune femme convertie à l'islam qui porte la burqa et vit la plupart du temps volets fermés. À son domicile, ils ont retrouvé des clés de cryptage lui permettant de communiquer sans éveiller les soupçons en cas de surveillance policière. Présentée comme une proche de Sid Ahmed Glam, Émilie, elle, a été relâchée à l'issue de 48 heures de garde à vue. C'est converti à l'islam, c'est tout quoi. Elle pratique sa religion à fond, mais elle parle pas de trucs, tout ce qui est terroriste, tout ça, elle en parle pas quoi. Elle est pas pour ça, donc c'est pas du tout son genre quoi. Elle est chez elle, elle bouge pas, à part aller à l'école, ramener ses enfants ou venir chez moi, c'est tout ce qu'elle fait quoi. C'est pour ça, c'est pas son petit ami du tout. Franchement, à ma connaissance, non, pas du tout. Elle a pas de copain, elle a rien du tout quoi. Hier, une semaine jour pour jour après l'attentat déjoué, des policiers en faction devant l'église Saint-Cyr-Sainte-Julite de Villejuif. Selon les enquêteurs, pas de doute, c'était l'une des cibles potentielles. Sid Ahmed Glam avait effectué des repérages une semaine plus tôt. Les fidèles ont échappé sans le savoir à un possible attentat. Ils sont venus en nombre pour la messe, comme une réponse au terrorisme. Vous êtes là. Vous êtes là parce que vous ne voulez pas céder à la peur. Offrir cette victoire à ceux qui voudraient semer la terreur autant que la haine. Dans l'église, un registre de condoléances et une quête en hommage à Aurélie Châtelain, la jeune femme de 32 ans, victime présumée de Sid Ahmed Glam. Cette professeure de fitness était dans sa voiture en train de consulter son ordinateur sur le siège passager lorsqu'elle a été abattue. Sid Ahmed Glam l'aurait-il prise pour un membre des services de renseignement ou voulait-il voler son véhicule? Acte de paranoïa ou élément clé dans son projet macabre, une mort et beaucoup de questions. Pour lui rendre un dernier hommage, 3000 personnes se sont rassemblées hier à Caudry dans le Nord, la ville où Aurélie Châtelain habitait avec sa fille de 5 ans. C'est vraiment, on est là au mauvais moment, au mauvais endroit, et ce qui prouve bien que n'importe qui peut être victime du terrorisme. Ils ont fait d'elle, sans le vouloir, un martyr. Parce que quelque part, le décès d'Aurélie a servi à éviter indirectement, et bien sûr sans le vouloir, mais ça a évité indirectement, avec la rapidité dont l'enquête a été faite, d'éviter des dizaines ou même voire des centaines de morts. Aurélie Châtelain, victime par hasard du terrorisme, ses obsèques auront lieu mercredi. Alors, comme toujours, ce premier reportage soulève beaucoup de questions sur lesquelles nous allons revenir. On a une première de téléspectateurs qui est, alors est-ce qu'on peut y répondre ou est-ce qu'on peut tenter d'y répondre, qui a financé ce terroriste présumé? Est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer de répondre à ce genre de questions? Asnia Bidi. La grande difficulté de ceux qui sont restés ici ou qui ont fait des passages éphémères, c'est qu'ils gardent des contacts sur place. Et dans le cas de Sid Ahmed Glam, donc on ne peut pas écarter cette piste-là de financement ou d'achat par procuration fait par d'autres personnes. Et Sid Ahmed Glam passe à l'action, c'est-à-dire la grande décision. Deuxième élément, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'un énorme budget pour passer à l'acte. Le troisième élément dans cette affaire... Il avait une chambre universitaire dans le 13e arrondissement. Donc il n'avait pas beaucoup de moyens. C'est les intermédiaires. Et ça, la grande question, quand on a parlé de l'eau solitaire, qui est une théorie très séduisante, mais elle ne résiste pas à l'analyse, parce que même devant un ordinateur, il y a quelqu'un qui est derrière l'ordinateur, évidemment. Et évidemment, là, le problème, c'est que le loup solitaire peut bénéficier des intermédiaires, qui ne sont pas forcément membres de cette galaxie ou des mouvements djihadistes. Et la grande question, c'est qui peut financer, sans le savoir, des actes terroristes? Alors, juste une question, mais vous qui avez peut-être un regard un petit peu décentré, parce que quand on dirige un centre d'analyse à Genève, comment voyez-vous la situation de la France aujourd'hui? La France, dans l'histoire et dans l'action terroriste aujourd'hui, comment vous nous percevez? Je vois qu'il y a une menace très importante qui pèse sur la France, mais elle ne pèse pas seulement sur la France, elle pèse sur plusieurs pays européens. La France, bien sûr, en avant-garde, parce que, malheureusement, on voit bien dans le gros contingent des terroristes qui partent en Syrie et en Irak,
Irak. On avait déjà avant d'autres filiales, hein, la filiale afghane, tchétchène, moins importante. Le gros, plus de 47%, je crois, sont français. Donc vous nous dites que nous sommes devenus une terre de terroristes, en tout cas qu'on exporte. Ah ouais, la France est devenue un pays exportateur, c'est le pays exportateur plus, en tout cas en Europe, qui exporte des djihadistes. Et ce n'est pas un pays seulement de transit, mais c'est un pays qui exporte des jeunes qui partent là-bas. Le plus dangereux, c'est que le retour, bien sûr, même si on connaît le nombre après, 200 personnes, mais c'est le contact qui est dangereux entre ceux qui restent sur place et ceux qui sont ici. Donc on peut arriver à cette configuration de formateurs, des gens qui donnent des ordres tout en restant là-bas et qui ont une connaissance fine de paysage politique, médiatique et social ici en France. Alors, on est parti de la question qui était qui a financé ce terroriste présumé. C'est extrêmement facile de financer un attentat terroriste. Vous prenez un crédit à la consommation, vous prenez un crédit étudiant, ce que vous voulez. De toute façon, vous savez que ensuite vous allez faire un attentat. Donc l'utilisation de ce crédit étudiant va probablement pas servir à grand-chose, sauf à préparer ça. Il y a eu des cas, si vous voulez, où en achetant un crédit à la consommation, un 4x4 avec des fausses feuilles de paye, et puis ensuite on revend le 4x4 et on a effectivement une somme très, très aisée pour faire. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, moi je m'inscris un peu. Vous venez de nous dire comment, hein, on répond pas à qui. Non, je n'ai pas dit le nom de la société de crédit, si vous voulez. Non, c'est parce que vous m'avez compris. Non, mais je veux dire, vous voulez nous dire qu'ils n'ont même plus besoin d'être financés par un quelconque pays, voilà, étranger. Sur le type de terrorisme auquel nous sommes confrontés en ce moment, un simple crédit à la consommation, effectivement, suffit. Ouais. Pardon, je vous ai Le deuxième point qui me paraît important, c'est que si on rapporte le nombre de gens partis en Syrie par rapport à la population musulmane dans un pays donné, la France n'est pas le pays le plus exportateur. Paradoxalement, les pays qui ont le plus exporté sont les pays dans lesquels le modèle communautariste a le plus prévalu. Donc le modèle laïque, paradoxalement, a au contraire empêcher, si vous voulez, des départs. C'est ça qui est paradoxal. Il y a eu plus de départs en Belgique, par exemple, où il y a eu plus de départs par rapport à la communauté musulmane, en Angleterre qu'en France. Mais par contre, comme la France est le pays qui a la plus grosse communauté musulmane, évidemment, ça fait un contingent important. 47% à peu près des djihadistes européens sont français, selon les statistiques. Oui, c'est quand même, c'est énorme. En préparant l'émission, je suis quand même arrivé à l'idée, même si on n'est pas au chiffre près, pardonnez-moi, mais que nous, on se perçoit comme une terre agressée, avec des djihadistes qui viennent de l'étranger. En l'occurrence, là, on parle d'un Algérien de 24 ans, mais qui a fait des allers-retours, qui a étudié, et dont je rappelle qu'il bénéficiait d'une chambre universitaire. De fait, on est une terre d'exportation de djihadistes aujourd'hui, aussi perturbant que ça soit. Vous le percevez comme tel, Jean-Marc Bailleul ? Oui, on l'a vu. Alors, au niveau des chiffres, je pense pas on sait qu'il y a un nombre de Français important qui tentent d'y aller ou qui reviennent. Ça a été prouvé, hein, y compris des femmes qui font la démarche d'y aller pour trouver époux et créer une famille pour peupler ce peuple djihadiste. Hein. On a pu le voir ici ou là. C'est aussi la difficulté, c'est-à-dire que comme il y a un potentiel important, il est évident qu'on ne peut pas mettre un policier 24 heures sur 24 derrière chacun des potentiels candidats au djihadisme. C'est là encore la difficulté de notre mission, contrairement au groupe organisé auquel on faisait référence tout à l'heure, qui nécessite qu'on puisse avoir le maximum de moyens pour déceler, pour quelque part, si je peux prendre cette image, des orpailleurs, essayer de mettre le maximum de sable dans le filtre pour découvrir les pépites qui sont les dangers potentiels. Et c'est là où on voit l'immensité du travail qu'il y a à réaliser, parce qu'on a besoin d'avoir d'informations de terrain, d'informations de proximité pour déceler des potentiels à risque et se mettre sur leur profil. Mais là, on voit bien sur le cas dont on parle aujourd'hui qu'il a été mis, il est passé pas à travers les mailles du filet, on l'a décelé, on l'a écouté, surveillé, sauf qu'à ce moment-là, rien ne permettait de penser qu'il passerait à l'acte. Et c'est là toute la difficulté. C'est qu'effectivement, c'est comme si on leur intégrait une puce et qu'à un moment donné, on la déclenchait pour le passage à l'acte. Et là, effectivement, on n'est pas forcément doté pour pouvoir faire face à ça. On va y revenir dans notre deuxième reportage, mais apparemment, il y avait une échelle de dangerosité utilisée par les services, mais allant de 1 à 15, et sur cette échelle, il était situé en 13e position, là où un MERA était en 5e position. Voilà, sur la fameuse fiche S. Ce qui nous dit quelque chose, mais ce qui veut dire que le type qui est S14 ou S15, il est tout à fait à même, lui, demain, d'aller en effet mener une opération et tirer dans le tas n'importe où, que ce soit à la sortie d'une église, d'une synagogue ou dans le métro. Nous sommes d'accord. Il y a une explication aussi au fait qu'il y ait beaucoup de Français qui comptent dans les rangs des djihadistes. C'est la politique étrangère française, que je ne critique pas, que j'approuve plutôt. C'est l'intervention de la France au Mali.
c'est l'intervention de la France en Libye préalablement, c'était la volonté d'intervenir en Irak, pardon, pas en Irak justement, mais en Syrie de François Hollande et qui a été stoppé in extremis par Barack Obama parce qu'on ne pouvait pas y aller tout seul. C'est notre engagement a posteriori après la guerre, mais c'est toujours la guerre, en Irak en ce moment, justement pour essayer de réduire l'influence de Daesh. Donc ça fait de la France, hors les États-Unis, le pays qui est le plus présent sur des théâtres d'opérations à l'étranger. Et j'oublie, pardon, Boko Haram, parce qu'on est en soutien au Cameroun et au Nigeria. Et j'oublie d'une certaine façon, mais il ne faut pas l'oublier, parce que je pense que c'est dans la sphère de Centrafrique. Vous venez de nous faire une géopolitique du rôle de la France, si je puis dire, dans le terrorisme, mais d'une certaine façon, ça n'est pas nouveau. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui vous semble changer de novateur, et dans les profils des hommes, et dans les types des actions qu'on a sur le territoire Je pense qu'il y a une conjonction. Il y a une conjonction, parce que rarement la France a été présente aussi dans autant d'endroits à la fois. Et d'ailleurs, donc le ministre de l'Intérieur ne rajoute pas? Ah non, non. Le ministre de l'Intérieur, quand il... Enfin, le ministre... Et le Premier ministre, pardonnez-moi. Le Premier ministre, quand ils disent que... Vous avez lu en moi, en fait. J'ai continué à assimiler notre actuel Premier ministre à l'ancien ministre de l'Intérieur qu'il était auparavant. Voilà. Mais quand on est... Effectivement, la France est engagée sur des terrains de guerre comme elle l'a rarement été au même endroit, au même moment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça pose d'ailleurs des questions d'hommes, puisque on a à peu près 9 à 10 000 soldats qui sont engagés dans des opérations extérieures, et généralement, il n'y en a pas tellement moins, mais c'est dans des opérations de maintien de la paix, alors que là, c'est pas le cas, c'est quand même, on va au charbon. Et puis, deuxièmement, je pense que ça, si vous voulez, ça rentre en contact avec un moment qui est propice d'une espèce d'idéologie, puisque c'est une véritable idéologie qui est en train de prendre la tête de gamins dans notre pays, qui avant répondaient à des idéologies extrémistes, style action directe, politique, hein. Mais là, c'est une façon pour eux de se faire valoir. Effectivement, vous parliez du côté médiatique, je pense qu'il est extrêmement important, et c'est pour eux une raison d'être, ça leur donne une raison d'être. Hasni Abidi. Je crois que la France, bien sûr, elle est très exposée, elle est présente sur plusieurs fronts, mais les actions, en tout cas menées, ou les attentats terroristes contre la France, ce n'est pas une sanction parce que la France s'est engagée, par exemple, ou voulait s'engager en Syrie, puisqu'elle a le même objectif, c'est-à-dire parce qu'elle voulait d'ailleurs donc en finir avec un régime syrien. Je dirais que c'est la non-peut-être intervention qui est perçue dans l'idéologie et la propagande islamiste. Il reproche à l'Occident de ne pas intervenir assez en Syrie pour justement soutenir les musulmans qui sont tués par le régime bassiste. Donc on ne sanctionne pas, attention, on ne sanctionne pas la France parce qu'elle est très exposée sur le plan politique et médiatique. Le deuxième élément, à la première question que vous avez posé la question sur Sid Ahmed Glam, il n'existe pas de profil type justement de terroriste ou de projet de terroriste. Et toute la difficulté est là. Et je crois que même dans l'esprit, dans l'organisation de ces mouvements djihadistes, ils sont tout le temps à la recherche d'éléments qui peuvent échapper au contrôle justement des services de renseignement. Comme les services s'adaptent à leur méthode, eux aussi s'adaptent à leur méthode. Et la difficulté, c'est comment les cibler et qui cibler justement. Oui. Et ça, c'est un chantier énorme. Alors, c'est une des questions auxquelles il va falloir essayer de répondre dans quelques instants, parce que voilà, le titre de l'émission Mobilisation Générale suggère en effet en ce moment qu'on est en train de mettre en place, en tout cas qu'on souhaiterait mettre en place un certain nombre de choses. Tout d'abord, Pierre Conessa. Moi, je suis d'un avis un peu différent de Yves Tréhard sur le rôle que joue la politique extérieure dans cette mobilisation. Quand je me suis intéressé... Contre nous. Oui, justement, contre nous. Oui. Quand je me suis intéressé à ce qui faisait l'originalité de cette radicalisation salafiste islamiste, salafiste djihadiste, parce que je considère que c'est le salafisme qui est la matrice intellectuelle, en fait, ce salafisme a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est une caractéristique sectaire, c'est-à-dire qu'on a toutes les techniques classiques de recrutement, vous savez, vous appartenez à une élite, etc., avec un point d'impact important qui est la fin du monde est là, puisque, regardez, la guerre en Syrie, c'est l'annonce du prophète. Ça, c'est la première caractéristique. Secte apocalyptique, qui a cet élément de force, si vous voulez, de l'annonce de la fin du monde. Et la deuxième caractéristique... Vous comprenez que ce que vous nous dites là, de façon argumentée, et qui correspond en effet à des textes fondamentaux, etc., peut paraître quand même, enfin, et heureusement d'ailleurs, et surréaliste, pardonnez-moi d'employer un terme
un pareil terme, pour 99,5% de ceux qui nous écoutent. Enfin, oui, tout à fait. Comment peut-on aujourd'hui réussir à mobiliser des jeunes gens qui vont aller risquer leur vie au nom de ce que vous venez de nous expliquer? Regardez, on a eu des cas sectaires avec les témoins de Jéhovah, avec Jim Jones, avec l'Ordre du Temple solaire, où on avait le même argumentaire. Simplement, la différence entre ces salafistes djihadistes et l'Ordre du Temple solaire ou Moon, c'est qu'ils ne se préoccupaient pas de la vie internationale. Tandis que là, les éléments de recrutement, c'est, regardez, les musulmans sont massacrés. Oui. Bon. Et quand vous avez sur un site djihadiste 2000 morts à Gaza, on fait rien, 4 occidentaux égorgés, on envoie l'armée, c'est évidemment un thème qui vient en renfort. Bon. Deuxième chose, l'erreur majeure de la France, c'est d'avoir militarisé la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'on a fait la même erreur que ce qu'avait fait George Bush. L'Afghanistan est une catastrophe, la Libye, même Bernard-Henri Lévy n'y va plus tellement c'est assez peu sûr. Le Mali, on a été obligé d'étendre la guerre sur l'ensemble du Sahel. Et en Syrie, je continue à me poser la question de savoir s'il faut se battre contre l'État islamique parce qu'il décapite, il coupe les mains des voleurs, il opprime les femmes, il interdit les autres religions, pour défendre l'Arabie Saoudite qui décapite, qui coupe les mains des voleurs, qui opprime les femmes et qui interdit les autres religions. Donc on est dans une schizophrénie diplomatique totale. Et donc, on mobilise avec des erreurs comme ça. Vous me permettez de répondre? Peut-être. Il y a un endroit où, en tous les cas, je suis sûr que la France a eu raison d'intervenir, parce que sinon, c'était le Sahel qui tombait comme un château de sable, c'est le cas de le dire, c'est vraiment le Mali. Je pense que si la France n'était pas intervenue au Mali, le pouvoir à Bamako était tellement faible à l'époque, il l'est toujours d'ailleurs. C'est pas encore réglé. Oui, loin de là, malheureusement. Mais était tellement faible à l'époque qu'il serait tombé. Et alors le Mali, et de là, si vous voulez, on pouvait avoir la plus grande inquiétude sur toute une zone qu'on pourrait encore appeler une zone d'influence française, que je fixerais de Dakar jusqu'à N'Djamena. Alors, je reviens à notre enquête sur le territoire français. Il y avait ces images émouvantes autour du deuil d'Aurélie Châtelain, de ceux qui expriment leur soutien, avec même des propos tenus en disant, en fait, elle devient d'une certaine façon une martyre. Est-ce qu'on en saura un peu plus, Jean-Marc Bailleul, sur les conditions de la mort de cette jeune femme? Est-ce que nos policiers sont actifs pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au moment où nous parlons? Parce que pour l'instant, ça reste quand même très largement inexpliqué et du coup encore plus inquiétant, triste et alarmant. Alors, bien sûr, parce que d'abord, on fait face à un individu qui ne parle pas, donc forcément, ça oblige à faire des constatations un peu plus poussées. Oui. Donc, la balistique va sûrement nous amener des éléments probants pour déterminer comment il a pu se blesser à l'occasion de cette intervention. Maintenant, est-ce qu'elle-même s'est rendue compte de ce qui était en train de se passer? Oui. Puisque ça a été évoqué, moi je pense pas. Je pense qu'on a affaire à un crime de sang-froid comme on a pu le voir avec Mera, qui s'était d'ailleurs filmé en train de commettre ces méfaits, pour récupérer peut-être une voiture, pour justement passer à l'acte, avoir un véhicule, tout ça commandité, prévu, comme ça a été dit tout à l'heure, et malheureusement c'est tombé sur elle, mais elle ne s'est pas laissée faire, et l'enquête le déterminera. Mais aujourd'hui, à partir du moment où on a un individu qui ne dit rien, eh bien, il faut laisser à l'enquête le temps d'avoir des preuves matérielles qui en attestent. Mais comme le disait l'une des personnes qui défilait pour lui rendre hommage, on peut imaginer qu'elle fut tout simplement la mauvaise personne au mauvais endroit au mauvais moment. Oui, vous savez, quand vous voyez Mera, je me repenche, parce que ça oui. Tout le monde se rappelle, de ce militaire qui vendait sa moto et qui s'est fait descendre de sang-froid sur un rendez-vous pour vendre une moto, voilà, il a répondu, il a mis une annonce, il a été appelé, il a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Et voilà, c'est malheureusement le problème, puisqu'il n'y a aucune connexion logique entre cette jeune femme qui effectivement est aujourd'hui une martyre et l'activité terroriste qu'il voulait conduire à l'issue. Il y avait avec les frères Kouachi, ou plutôt, les frères Kouachi, ou Koulibaly plutôt. Avec Koulibaly, il y a eu un événement un peu semblable, sauf que la victime qui faisait son footing, qui a été tirée, vous savez, dans le dos, alors qu'elle faisait son footing, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, elle est très gravement blessée. Mais c'est pareil, il se trouvait là, et on croit savoir que l'individu qui a tiré dessus, qui était un ami de Koulibaly, finalement, c'était pas Koulibaly lui-même, il essayait une arme. Ouais. Voilà. Et là, vous nous dites que tout est possible. Voilà. Retour maintenant sur le parcours de Sid Ahmed Glam. Cet Algérien de 24 ans est mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il a bénéficié d'une bourse et étudié l'informatique en France. Sid Ahmed Glam a bien été fiché et entendu par les services, notamment en 2014. Près de 500 000 personnes font ou ont fait l'objet d'une fiche et d'un signalement dans notre pays, ce qui donne une dimension à l'ampleur des enquêtes qui peuvent être menées. Margot Chouraki, Dominique Lemarchand.
Toujours confiné à l'Hôtel Dieu, Sid Ahmed Glam a été mis en examen vendredi pour assassinat, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Placé en détention provisoire, il a été peu disert, selon les dires de ses avocats. Il a contesté vigoureusement tous les faits qui lui sont reprochés. Il est dans un état serein et tout à fait calme, parfaitement prêt à coopérer. Et il est en bonne santé. Sid Ahmed Glam, 24 ans, est né à Tiaré, en Algérie. Aux côtés de sa mère, il arrive en 2001 à Saint-Dizier pour rejoindre son père, mais doit repartir en 2003 dans son pays d'origine, faute de papier. C'est à l'âge de 19 ans qu'il revient en France pour faire des études d'électronique à Reims et à Paris. C'est ici qu'il résidait dans un foyer universitaire du 13e arrondissement. Mais le boursier algérien était un étudiant fantôme et n'assistait plus aux cours depuis octobre dernier. Il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire. À Saint-Dizier où sa famille réside, sa mère et sa sœur contestent les faits qui lui sont reprochés. Mon fils jamais fait ça. Il rentre les week-ends, mais pas tous les week-ends, mais des fois il rentre. Et il reste avec ses sœurs, ses frères. Mais jamais il fait des problèmes. Je suis confiance que mon fils ne fait pas ça. Je suis très confiance, pas confiance. Mon fils, jamais fait ça. Mon frère, il n'a jamais été l'extrême de l'islam. Donc lui, il a toujours été droit. Il parle avec les femmes. Bonjour, bonsoir, il n'y a que le respect. Tiens, il était vraiment respectueux. En même temps, il est dans une université qu'avec les femmes aussi. Son cousin lui estime qu'il aurait été influencé par un individu hébergé chez lui. J'ai observé des changements juste il n'y a pas longtemps, avec sûrement la mauvaise fréquentation qu'il a eue. Et voilà, et après on ne le voyait plus, il a disparu pendant 6 bons mois. Oui, il est devenu plus extrémiste parce qu'il ne voulait plus parler, il ne voulait plus parler avec les femmes. Et avec sa propre famille, il s'est un peu éloigné. Et voilà. Sid Ahmed Glam attire l'attention des services de renseignement après avoir exprimé son désir de rejoindre la Syrie sur Facebook. Au printemps 2014, il est alors convoqué pour la première fois par la DGSI. À l'automne, au départ d'Alger, il réussit à se rendre en Turquie pendant 1 mois. En février 2015, il y retourne 10 jours pour raisons touristiques, comme il le justifie à la DGSI une fois rentré. Il y a près de 1600 personnes qui sont en ce moment suivies par la DGSI à raison de leur implication dans la Syrie. Et puis vous avez à côté de cette frange, et ça renvoie peut-être à un problème qui est davantage social dans notre pays, des milliers et des milliers de personnes qui, sur fond de radicalisation, développent ce qu'on appelle des signaux faibles et qui rendent leur détection particulièrement difficile pour l'ensemble des services. Et effectivement, c'est là où on peut être confronté à des situations comme celle de Sid Ahmed Glam, qui avait fait l'objet d'un entretien administratif à l'égard desquels les services avaient fait leur travail normalement, mais qui n'avaient pas pu déceler de signes qui auraient dû nécessiter un suivi plus important. Sid Ahmed Glam est simplement signalé sur un fichier S pour sûreté, réservé aux individus menaçant potentiellement la sécurité nationale, un fichier qui comporterait actuellement 400 000 noms. Ça n'indique pas une dangerosité d'une personne, ça indique que cette personne est sous surveillance. Les effectifs de police qui vont contrôler la personne ne sauront pas forcément pourquoi elle est surveillée et ne sauront pas quel est éventuellement son degré de dangerosité potentielle. Mais ce qu'ils savent, c'est que l'information va devoir remonter et que le passage ou le contrôle de cette personne va devoir être signalé. Les gens se demandent pourquoi quelqu'un qui est finalement mis sous surveillance avec une fiche comme ça n'est pas intercepté ou neutralisé. Tout simplement parce que c'est du renseignement et ça ne veut pas dire que la personne a quelque chose à se reprocher. Sur 16 échelons de dangerosité, Sid Ahmed Glam figurait au niveau 13. À titre de comparaison, Mohamed Merah était au niveau 5, car jugé plus dangereux. Et la question qui nous est posée est logique, et on y a en partie répondu dans le reportage, mais on a besoin de vous entendre, bien entendu, là-dessus, Jean-Marc Bailleul. S'il était suspecté par la police, pourquoi Sid Ahmed Glam n'a-t-il pas été davantage surveillé ? Je crois que ça a été dit par le procureur de la République de Paris. C'est qu'il n'y avait pas de signaux tangibles
comme quoi il allait vers une activité terroriste, comme des milliers d'individus qui peuvent être tentés d'aller s'intéresser à ce qui se passe. Certes, il a été en Turquie, mais il n'a pas été en Syrie. Les auditions servent aussi à un peu faire peur à ce type d'individu. J'entends bien, mais dans ce cas-là, pourquoi est-il justement entendu par la DGSI? C'est parce que vous comprenez que ça peut paraître contradictoire. Non, ça peut être un signal faible. Comme quoi il a une activité, il a voyagé en Turquie, donc on vérifie. C'est aussi une façon de lui dire, on t'a dans le collimateur, on t'a entendu, on sait qui tu es, donc attention. Et vous voyez que ça n'a pas forcément été dissuasif. Oui. Et la fiche S, puisqu'elle a été évoquée, c'est justement permettre aux services comme la DGSI de suivre ce type d'individu. S'il est signalé dans un aéroport, hop, il est passé à tel aéroport. Il a été contrôlé dans Paris à telle heure avec telle personne. On renseigne et ça nous permet de suivre. Mais il n'y a rien qui pénalement permet de mettre cet individu en est dans un état de droit, et la loi ne le permet pas. Mais quel est le critère, on a envie de vous dire, qui vous interpelle? Parce qu'il y a des Français qui partent tous les week-ends à Istanbul pour plutôt y faire la bamboula sans l'ombre d'un engagement terroriste. Ça va être, par exemple, vous avez un témoin visage masqué qui s'est exprimé en contradiction avec les femmes qui avaient parlé avant, qui a dit il a changé de comportement, oui. Il s'est renfermé sur lui-même, il n'a plus été en cours. Voilà des signaux faibles qui nous permettent de repérer des individus qui, par un changement de comportement, peuvent laisser penser que... Alors, ce que dit le procureur Molin, c'est qui est aussi très inquiétant, mais qu'on comprend parfaitement, parce que il faut, je dirais, prendre en charge ces éléments, même quand ils nous échappent. C'est, il nous dit, il y a des milliers de personnes qui correspondent à ces signalements de signaux faibles, c'est-à-dire faible intensité sur l'échelle du terrorisme actif, et des milliers de personnes, elles ne peuvent pas être surveillées de fait. Mais c'est évident. On a une centaine de milliers de policiers, 90 000 gendarmes. Vous avez vu les chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure. Il est impossible de suivre tous ceux même qui ont un signal faible. Donc on est obligé de prioriser, mais une fois qu'on a fermé la porte qui a été ouverte sur un individu. Voilà, c'est l'exemple typique, comme Mera avait été entendu. Et malheureusement, vous avez vu ce qui a pu se passer avec une graduation plus importante. Et quand on cite ce chiffre, apparemment, pour des non-spécialistes, hallucinant, de 500 000 personnes qui font ou ont fait l'objet à un moment ou à un autre d'un signalement, ça veut dire que, je dirais, même une mère de famille dont on pense qu'elle a un de ces gamins qui fréquente, on trouve un peu trop souvent une mosquée qu'on estime éventuellement un petit peu dangereuse, elle fait partie de ces 500 000 personnes? Non, mais je crois que les fiches S, elles ne sont pas réservées spécifiquement qu'à la lutte contre le terrorisme. C'est une fiche qu'on peut utiliser, par exemple, pour quand on trace des braqueurs, pour savoir si M. Dupont est contrôlé à tel endroit, à telle heure, avec qui, ce qui permet de ramener des éléments aux enquêteurs, à terme, le jour où ils les interpelleront, pour dire, tiens, il était avec un tel, et là, on va essayer de surveiller l'environnement. C'est ça, la fiche S. Enfin, quand je perds 3 points pour un feu sur la route, je ne fais pas l'objet d'une fiche S. Ah ben non, on n'aurait pas le temps de les traiter, je vous rassure. Pour 3 points, on n'a pas le temps. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ces propos qui sont systématiquement les mêmes dans les familles et qu'on doit entendre, hein, parce que même si parfois ils font sourire, ou si la répétitivité de tout ça, il était bien gentil, il faisait rien de mal, il partait un petit peu en vacances en Turquie, voilà, on n'a jamais vu son ex-compagne, on l'a dit dans le reportage tout à l'heure, on dit elle semblait pas du tout radicalisée, et on en arrive toujours à ce type de constat. Oui, enfin, le fait qu'une mère dise mon fils c'est le plus gentil du monde et il n'a jamais fait de mal à une mouche, c'est pas spécifique à des milieux salafistes, encore une fois. Par contre, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que quand on fait du radio-trottoir comme ça et qu'on explique qu'en fait cet individu était gentil, qu'il disait bonjour et qu'il aimait les animaux, on participe d'une théorie qui est absolument universelle dans le monde salafiste, c'est la théorie du complot. En fait, c'est pas lui, c'est les autres. En fait, c'est une manipulation. Ce type, il était innocent, etc., etc. Et ça, on l'a entendu à propos de Mera, on l'a entendu à propos de Nemouche, on l'a entendu pour tous. La théorie du complot aujourd'hui, c'est devenu la clé d'explication qui dédouane systématiquement le type. Et ça marche, mais alors tous les jours sur les milieux salafistes. Et quand on fait du radio-trottoir comme ça, en disant qu'est-ce que vous avez vu ce monsieur, il disait bah oui, il était gentil, il venait acheter son pain tous les jours. Non, c'est pas du reportage, ça, c'est pas sérieux. Et là, on entretient, si vous voulez, cette espèce de psychose sur laquelle fonctionnent la plupart des. Vous voulez dire qu'on ne doit pas interroger les familles il faut relativiser. Les gens qui sont suspects, si, c'est normal. Il faut relativiser le témoignage. Je veux dire que la mère dise que mon fils n'est pas un fou. Si la mère de Mera avait expliqué que son fils avait. Enfin, écoutez, excusez-moi. Quand on entend sa sœur nous dire, si, il était très gentil. D'ailleurs, il parlait aux femmes. Je suis désolé. Sauf que le voisin dit, mais oui, en fait, depuis quelque temps, on constatait qu'il disait bonjour aux femmes. Donc ça veut dire. Dans les deux cas, ces éléments sont, si ce n'est totalement éclairants, en tout cas révélateurs d'un certain nombre de choses. Déjà, qu'on trouve exceptionnel que quelqu'un parle aux femmes, en tout cas, ou que ce soit considéré comme un signe de gentillesse. Et en effet, l'autre voisin nous dit des choses contradictoires. Mais on est dans une situation où, encore une fois, l'acte de violence n'est pas un acte. En plus, c'est le cousin.
C'est pas seulement un voisin. L'acte de violence du terrorisme n'est pas un acte stratégique. C'est pas ça qui va déstabiliser la France. C'est un acte dont l'impact psychologique et médiatique est plus important que l'impact stratégique. Ça veut dire que toute la dimension médiatique est une composante essentielle de la gestion d'un attentat terroriste. Quand les frères Kouachi ou Koulibaly sont devenus les héros de gens qui étaient en prison parce qu'ils ont regardé pendant 48 heures en continu la retransmission qui était faite dans les chaînes d'infos en continu, on a préparé la prochaine génération de terroristes. Donc c'est une interpellation importante pour les médias que de se dire faites attention. La manière dont on traite ce sujet, soit on alimente la théorie du complot, soit on alimente, avec des excès évidemment, ça n'empêche pas qu'il faille informer, mais on alimente des gens qui vont dire non, en fait c'était pas lui, c'est une manipulation de la police, etc. Quel est le moyen de bien faire? Ça pose un problème grave, c'est-à-dire faut-il, par exemple, le ministère de l'Intérieur a décidé de ne pas communiquer sur les 4 attentats terroristes évités. Finalement, ça prouve que quand on n'en parle pas, la population ne s'inquiète pas, et puis on peut le signaler au moment opportun. Tandis qu'on aurait pu effectivement dire, regardez, on a empêché, on a empêché, on a empêché. Simplement, quand vous dites on a empêché, ça veut dire, il y en a d'autres qui vont dire, mais moi je réussirai. Donc c'est un problème. En même temps, dire on a empêché aussi, c'est important, parce que ça veut dire d'abord, il faut que le gouvernement communique, et aussi c'est rassurant pour la population, pour dire finalement, mais que fait notre police? Donc c'est vrai que c'est au gouvernement de faire le soin de choisir quels sont les cas à communiquer et des cas à ne pas communiquer. Le problème de Saïd Ghal, c'est-à-dire qu'il a cette fiche-là, il n'a pas des signes très forts, tangibles de radicalisation, mais il faut que l'enquête nous dise comment ce type est arrivé quand même à rassembler cet arsenal, c'est-à-dire l'arsenal militaire. Donc toutes ces armes, quand été trouvées, ça c'est important. Ça veut dire qu'il y avait un plan. Surtout s'il a effectivement tué quelqu'un avec. Un plan d'exécution de son plan. Et ce plan-là, il n'était pas seul. Donc, à mon avis, il n'était pas seulement surveillé, mais c'était même un homme potentiellement dangereux. Et c'est ça qui est très important, à mon avis, en termes de renseignement. C'est-à-dire les complicités dont va bénéficier M. Saïd Ghal pour avoir toutes ces armes-là et réfléchir surtout sur la cible. S'il s'avérait que l'on puisse prouver clairement qu'il est par exemple l'assassin d'Aurélie Chaplin, par définition, on doit se dire il faut que la société en général, les familles concernées, si elles devaient l'être effectivement, se réveillent un moment pour essayer, même quand les signes sont faibles, pour se rendre compte de ce qui se passe et ne pas aboutir à des choses comme ça, où ça vous semble totalement inimaginable, hors de propos et inatteignable. C'est compliqué parce que, d'abord, je voudrais dire une chose sur la communication du gouvernement. Oui. Vous dites qu'ils nous ont pas informés pour 4, enfin, ils n'ont pas voulu développer 4 attentats, mais celui-là, ils l'ont développé. Pourquoi ils ont développé plus précisément celui-ci? Parce qu'il allait toucher une église, parce que là, il y a eu un mort, effectivement, cette jeune femme qui a croisé son chemin. Le lendemain, hein. Voilà. Ça a décidé que le lendemain de l'arrestation. Quelle est votre analyse là-dessus? Moi, là-dessus, c'est que toute la vérité n'a pas été dite, si vous voulez, sur les attentats déjoués depuis le début de l'année ou même avant par le gouvernement, que ce soit ce gouvernement ou un autre d'ailleurs. Je pense qu'on ne sait absolument pas toute la vérité. Et pourquoi d'ailleurs il serait nécessaire qu'on la sache complètement? Oui. Ça, je suis tout à fait. J'ai beau être journaliste et très curieux et bien aimer la vérité, je peux tout à fait comprendre que la raison d'État, pour le coup, prévalent. Sachant que par ailleurs, elle alimente la paranoïa, comme nous le disait tout à l'heure Pierre Conessa. Alors après, quand on a affaire à des malades sectaires, on a affaire à des malades sectaires. Mais... Alors sur les familles, ce qui me fascine à chaque fois, c'est qu'à chaque fois, ils répètent la même chose, quoi. C'est à chaque fois, pardon, mais elles nous roulent dans la farine. Parce que à chaque fois, c'est le meilleur des voisins, à chaque fois, c'est le meilleur des enfants. D'ailleurs, ils ne diront jamais autre chose. On ne pouvait pas s'attendre à ça. Et même la police dit, mais compte tenu des éléments qu'on avait, le pire n'était pas envisageable. Je pense qu'il faut revoir complètement, je ne suis pas policier, et je ne saurais l'être, mais il faut revoir complètement les systèmes d'alerte. Vous voyez, là, il y a un truc qui m'a interpellé dans le reportage que vous avez montré. Il a pas remis les pieds à l'université depuis 6 mois. Et il faisait l'objet d'une procédure de renvoi. Et on lui garde son logement universitaire. Oui, c'est hallucinant. Là, il y a un problème d'alerte qui fonctionne pas, qui dépasse de loin d'ailleurs la police. Surtout s'il est fiché, hein. Bah, évidemment. S'il parle à qui à un moment, parce qu'il y a un moment où on doit pouvoir faire un point de contact entre un gars dont on sait qu'il a fait l'objet d'un signalement, pardonnez-moi, qu'il va en Syrie, qu'il est inscrit à la fac de Jussieu auquel il ne va pas à ses cours, et qui continue de bénéficier d'un logement social et universitaire à ce titre. Je ne jette pas la pierre du tout à la police, hein, c'est pas du tout la question, parce qu'elle fait son travail. Mais je voudrais finir. Vous avez dans son sujet, dans son dossier, tout comme dans celui de Mera, tout comme dans celui de Koulibaly, tout comme dans ceux de Kouachi, exactement
les mêmes faisceaux d'indices qui vous conduisent au pire. Et le signalement, c'est là où il est difficile. Je vous rappellerai, on l'a oublié, mais Koulibaly, il a été contrôlé au volant d'une voiture au but de Chaumont 3 jours avant. Oui. C'est les faits, là. Là, il était fiché, on l'a repéré sur les fichiers, on l'a laissé partir. Il y a peut-être un système général d'alerte à revoir, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on retombe sur les mêmes travers. Après le prochain reportage, on verra si la loi sur le renseignement, qui par ailleurs est critiquée et inquiète certains juges, répond à un certain nombre de ces questions. Un dernier mot, Asniel. Un dernier mot. Ces djihadistes ont une grande capacité de dissimulation. Qu'est-ce qui prouve que Selam Deglam n'a pas dissimulé ça aussi à ses parents? Moi, je crois volontiers sa mère. D'abord, une mère n'est jamais objective. C'est son fils, elle n'est jamais objective. C'est son fils tout de même. Et donc, le fait qu'il retourne tous les week-ends chez elle, ça ne veut pas dire qu'il a tout dit. Et bien sûr, il a peur que la maman parle ou les sœurs. Donc attention, il y a toujours cette cisure entre les parents et les enfants quand les enfants nourrissent des plans terroristes comme celui-là. Reste évident. Pas toujours. Il y a la famille Mera où effectivement la radicalisation était bien avancée. La famille Banchi El Ali, c'est pas mal non plus, etc. Donc il y a des familles entières et il y a des familles par contre qui sont complètement divisées. Mais c'est vrai que le témoignage d'une mère... Reste donc la question de la mobilisation contre le terrorisme, des moyens engagés et de leurs résultats. Christiane Taubira réunit 173 spécialistes, dont de nombreux juges, pendant 3 jours à Paris. La garde des Sceaux explique que le terrorisme ne connaît pas de frontières et cite des chiffres très précis. 150 procédures en cours, 165 mises en examen et 122 détentions provisoires pour les affaires de terrorisme. Elle constate enfin une forte pression de Daesh sur notre pays. Fabrice Hauss, Laurent Hirsch, Maxime Liogier. 173 magistrats venus du monde entier à Paris, capitale mondiale, ce lundi de l'antiterrorisme. 3 jours de débat avec pour thème central comment combattre le djihadisme qui frappe au cœur des sociétés occidentales. Nous sommes surtout conscients de la mondialisation de ce terrorisme, du fait qu'il met en péril la paix et la sécurité internationale. C'est bien pour ça que la coopération est importante. La garde des Sceaux vient de l'annoncer. Chaque jour en France, 2 nouvelles enquêtes judiciaires antiterroristes sont ouvertes. L'une des dernières concerne bien sûr Sid Ahmed Glam et sa tentative d'attentat à Villejuif. Le jeune Algérien visait 2 églises chrétiennes. C'est le cauchemar des services de renseignement. Une opération menée par un homme solitaire, lié à l'État islamique. Pour le député maire de Nice, c'est carrément la 3e guerre mondiale qui s'engage. L'islamo-fascisme qui a décidé que ce soit dans l'État islamiste, en Irak, en Syrie et ailleurs, mais aussi à travers les 5e colonnes et ces réseaux infiltrés dans nos caves, dans nos garages, dans les lieux clandestins. 5e colonne. Oui, j'y vais fort. C'est une 3e guerre mondiale qui nous est déclarée aujourd'hui. Des mots contestés par les ténors du gouvernement. Une dérive lamentable selon son porte-parole. Mais pas question pour autant de perdre la main. Manuel Valls évoquait il y a quelques jours la menace terroriste avec des chiffres inquiétants. De nombreux attentats ont déjà été déjoués, 5 compte tenu encore de l'attentat qui n'a pas eu lieu, heureusement, à Villejuif il y a sans doute quelques jours. 5 attentats déjoués. Et combien de cibles? Ces personnes suspectées de terrorisme et surveillées par la police. 1000, 2000, 3000 en France, les chiffres qui circulent en croissance forte. Et pour ce spécialiste, ce n'est pas prêt de s'arrêter, il évoque une guerre totale. Ici, on a un totalitarisme qui se bat pour que la planète entière soit soumise, soit par la conversion, soit par le paiement d'une taxe et d'une soumission avec un statut de zimmitude. La planète entière doit être soumise à un ordre islamiste qui n'est pas l'ordre islamique, qui est l'ordre islamique tel que le conçoivent les partisans d'une conception qui est la plus totalitaire de l'islamisme. Donc je pense que tant que les sociétés du monde entier n'auront pas accepter le message de l'islamisme, il n'y a pas de raison pour que ce terrorisme s'arrête. Rencontre de juges antiterroristes, augmentation du budget de la défense et projet de loi sur le renseignement. Bref, une mobilisation générale pour mener cette guerre. Et le gouvernement compte notamment sur le big data, ces très nombreuses données, ce maillage informatique pour accentuer la pression sur les apprentis djihadistes qui visent le territoire français.
On a une première question et on revient aux détails évoqués dans le reportage qui est quelles sont les peines encourues par Glam et autres terroristes présumés si un meurtre est avéré, voilà, ils peuvent aller jusqu'à 30 ans de prison. Je peux faire une remarque? Glam, on l'a sur le ventre, c'est fini. Je veux dire, même s'il est condamné à 25 ans de prison, on ne l'expulsera pas vers l'Algérie. Parce qu'il suffit qu'il saisisse la Cour européenne des droits de l'homme et de toute façon, on nous interdira de l'expulser. À quoi on est condamné pour un projet d'attentat? C'est comme si l'attentat était commis. Sauf que la peine est aggravée de par la loi antiterroriste qui a été votée à l'automne sur le fait qu'on puisse être aggravé par l'association de malfaiteurs, même si on est seul, parce que c'est une entreprise terroriste. Vous nous expliquez qu'on a des outils là, c'est ça? Les outils, ils existent. Ce qui est attendu par la loi sur le renseignement, et c'est un peu la schizophrénie dont on parlait, mais je ne vais pas la mettre dans le même secteur en France, c'est qu'à la fois on critique, et souvent c'est retombé sur les policiers, sur le fait qu'on utilisait les moyens de renseignement à d'autres fins que la lutte antiterroriste ou l'espionnage, etc. Là, on a une loi qui permet de l'encadrer, qui officialise les techniques de renseignement, qui sont en adaptation totale, parce qu'il faut qu'on s'adapte à ces gens-là, par des moyens techniques de plus en plus modernes. Donc on a une loi qui, enfin, va permettre aux policiers de travailler dans la légalité, et je le rappelle, sur des missions qui, de toute façon, sont chronophages. Donc on ne pourra pas, c'est pas Big Brother, on ne pourra pas surveiller tous les citoyens, les libertés individuelles ne seront pas mises en cause. La preuve, on n'avait pas d'éléments sur lui, on a arrêté à un moment donné de le surveiller parce qu'il n'y avait pas d'éléments probants pour aller plus loin. Donc on n'aura pas... Vous donnez l'exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui faisait des infractions routières. On ne surveillera pas des délinquants classiques. Le juge Trévidy, qui a mis beaucoup d'énergie à porter un certain nombre de ces dossiers pendant des années, dit entre de mauvaises mains, cette loi peut être dangereuse. Oui, alors, non, mais... Pardon, voilà, alors, qu'est-ce qu'on devait dire avant? Où finalement il y avait peu. Là, vous venez quand même de nous dire qu'en gros les policiers travaillaient dans l'illégalité et qu'il était temps qu'on leur donne. Et je vais vous dire, c'est tout à fait normal, les moyens de travailler correctement. Mais je dirais, pour répondre au juge Trévidy, que je connais par ailleurs, que quelque part, ça sera de toute façon mieux qu'aujourd'hui. La difficulté qu'ont les magistrats, c'est qu'ils reprochent à cette loi qu'elle ne donne pas au seul juge la maîtrise de la surveillance du renseignement et des moyens techniques mis en œuvre. Oui, parce que les juges sont quand même des piliers du fonctionnement démocratique d'un pays, si vous voulez. C'est eux qui contrôlent. Sauf que là, en l'occurrence, face à ce terrorisme-là, il faut être hyper réactif. C'est-à-dire que quelquefois, on ne peut pas attendre, et c'est un peu le problème du droit français et la procédure, je l'ai déjà dit sur ce plateau, qui est hyper chronophage, contrairement aux procédures anglo-saxonnes, ce qui fait qu'il faut qu'on fasse tout un tas de paperasses pour pouvoir mettre une balise sous une voiture. Sauf quelquefois, il faut aller vite, parce que la voiture qu'on a repérée qui est dangereuse, elle est là aujourd'hui, elle ne sera pas là demain. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir les moyens d'aller vite pour être réactif. Et je crois qu'à un moment donné, la loi, c'est bien, cette loi, c'est sûrement mieux qu'avant, mais il faut aussi que la France fasse sa révolution culturelle de la procédure pénale. On a une procédure pénale qui date de Napoléon, qui est complètement démodée, et qui fait qu'on passe plus de temps à faire de la paperasse qu'à surveiller les individus dangereux. Je pense que cette loi, si vous voulez, elle ne va pas résoudre et elle ne va pas tuer le terrorisme, malheureusement. Cette loi, elle suscite un débat qui est toujours le même entre sécurité et liberté. Oui, mais... Et c'est normal. La première des libertés, c'est la sécurité, enfin on connaît. Et c'est normal qu'il y ait un débat qui, d'ailleurs, est de bon ton. Il n'est pas déplacé, le débat. Mais je crois qu'on n'arrivera pas au bout de nos peines si on ne remet pas en cause aussi, ou en question plutôt, notre système pénitentiaire. Qu'est-ce qu'on voit dans le profil de tous ces La prison. La prison, préalablement, souvent, sauf lui, mais quand même souvent, pour de la voie publique, ce que j'appelle de la délinquance de voie publique. Et le système de réradicalisation se fait aussi en prison. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de réfléchir, et je crois que la France s'y met, à notre système de prévention d'une certaine radicalisation qui se fait en prison. Et elle est visible. Moi, je suis allé récemment comme visiteur, je le rassure, dans des établissements pénitentiaires, et je peux vous dire que c'est manifeste. Enfin, ça saute aux yeux qu'il y a un mouvement d'entraînement qui paraît pouvoir aller très vite pour une radicalisation dans ce sens-là. Donc il faut des moyens énormes, et il faut encore un système d'alerte
qui dépasse la police, qui dépasse la justice, comme on l'a vu avec Sid Ahmed Glam, qui soit un peu plus efficace. On a bien compris quand même, en écoutant la première partie de cette émission, que même des moyens importants n'empêcheront pas un type qui se déclenche tout seul sur un coup de fil en Syrie, même s'il y a des réseaux autour, et même si aujourd'hui il suffit d'un prêt auprès d'un organisme de crédit, d'organiser, s'il le souhaite, une opération meurtrière dans Paris ou ailleurs. Je voudrais juste faire remarquer que ce n'est pas une loi antiterroriste, c'est une loi sur les services. C'est une loi du renseignement, c'est-à-dire qu'on touche aussi bien. Je veux dire par là que la mission des services est aussi de protéger le patrimoine industriel de la France et de lutter contre les filières humaines, les filières d'êtres humains, contre le crime organisé, etc., etc. Donc, si vous voulez, évidemment, on a une loi qui peut paraître liberticide, mais c'est tellement facile de faire une loi liberticide quand on touche aux services de renseignement. Simplement, la caractéristique aujourd'hui, c'est que quand on faisait la DST sur le territoire et la DGSE à l'extérieur, on disait le DST, le juge contrôle. Le problème, c'est que tous ces problèmes-là sont des problèmes internationaux aujourd'hui. À partir du moment où on a autorisé, par exemple, la DST en son temps à avoir des postes dans le monde arabe pour avoir des renseignements sur le terrorisme, on a commencé à violer cette règle de la séparation. Et aujourd'hui, on est obligé de la violer parce que on ne peut pas faire semblant de s'intéresser à M. Glam sans s'intéresser à ce qui s'est passé en Syrie. Donc on est sur une nouvelle architecture totalement différente. Peut-être effectivement le contrôle peut-il être amélioré, mais on ne peut pas accuser les services de se tromper quand il y a un attentat et puis ensuite de leur dire mais attendez, vous êtes fous, vous allez avoir des services qui dépassent les limites du possible. Non, moi j'insistais sur un truc, c'est que Mme Taubira ferait bien de s'interroger sur qu'est-ce qu'il adviendra de M. Glam une fois qu'il aura fait ses 20 ans ou 25 ans de prison. On l'a sur le ventre. Aujourd'hui, on ne peut plus expulser des types comme ça. On ne peut plus les expulser. Pourquoi ? Parce que la Cour européenne des droits de l'homme va dire attendez, sa vie est menacée en Algérie, donc vous ne pouvez pas l'expulser. Donc vous l'avez sur le ventre jusqu'à sa mort. On a le cas avec Saïd Arif, condamné pour les attentats sur le marché de Strasbourg, qui a fait sa peine de prison, qui s'est barré une première fois, on l'a rattrapé, il a refait 6 mois. On l'a à nouveau assigné à résidence, il s'est sauvé, cette fois-là en volant la voiture de l'hôtelier qui le logeait. On ne l'a pas retrouvé. On sait que ce type, il n'a pas fait sa peine de prison, il ne s'est pas amendé. Mais on sait que la Cour européenne des droits de l'homme lui a interdit à la France de l'expulser. Donc, il y a un moment où il faut revoir cette procédure, parce que ce n'est pas possible. La République n'est pas faite pour garder sur le territoire des gens qui ne se sont pas amendés. Je suis tout à fait d'accord. Asni Abidi, on y revient après. Non, juste 2 éléments. Le premier élément, c'est bien sûr l'usage qu'on fera des renseignements. Il y a beaucoup de ratés, bien sûr, dans les services de renseignement, et il faut qu'on fasse attention, parce que la commission de 11 septembre avait conclu, entre autres, il y a trop d'informations et les services de renseignement américains réunis n'ont pas réussi à traiter toute l'information. Vous voulez dire qu'il y a un moment où, quand on met beaucoup de moyens en place, on accumule une telle quantité de données qu'elles ne sont même plus traitables. C'est pas un cadeau d'ailleurs pour les services de police, cette loi sur le renseignement. Ça veut dire que la pression, elle va être énorme sur eux, parce qu'on va leur dire, écoutez, vous avez demandé une loi, vous l'avez eu votre loi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de zone grise, pourquoi vous n'avez pas bien traité ces informations? Maintenant qu'on organise des manifs dans notre pays où on dit bravo les keufs quand ils défilent, si vous voulez, ça a un peu changé quand même. Voilà, c'est un bon signe. Le deuxième élément, vous avez parlé, je suis d'accord avec vous, des lieux de détention, c'est un lieu d'incubation des terroristes. Mais il faut aussi se demander pourquoi on est arrivé là. Pourquoi nos enfants arrivent à ce stade-là, pour une pré-radicalisation en dehors des prisons, et ensuite, quand ils arrivent en prison, ils deviennent des projets de terroristes. Et je crois qu'il y a une faillite dans le système économique, dans le système social, et il est temps à ce qu'on s'intéresse sans tabou. On va passer aux questions SMS. Existe-t-il un pays qui ne soit pas touché par le terrorisme? Elle est intéressante cette question parce que... Bah non, tous les pays sont touchés par le terrorisme et il faut dire aussi que les pays où vont les djihadistes français sont les premiers touchés par le terrorisme. La Syrie, l'Irak et beaucoup d'autres. Donc il n'y a absolument aucun pays, et je rappellerai quand même que je vous invite encore à le lire pour dire que ce n'est pas une histoire uniquement de guerre entre chiites et sunnites. Il faut relire les discours de l'ayatollah Khomeini en 1979 et 1980. C'est l'universalisme du djihad. L'exportation islamique, partout, 1979. Ouais. Non, je crois que là, on a quand même changé d'époque. Hein. N'oubliez pas quand même qu'aujourd'hui, ce qui a pris la place du tiers-mondisme, qui était le facteur de mobilisation, c'est le salafisme djihadiste. La faute du politique, c'est de ne pas désigner le cible. C'est de parler de l'islamisme, terrorisme islamiste, etc. Non, tous les musulmans ne sont pas responsables. Il y a une école doctrinale qui est le salafisme, qui est responsable. Il faut la désigner. Ça ne veut pas dire qu'on l'interdit, mais ça veut dire qu'on fait comprendre aux autres musulmans que ce n'est pas leur pratique du malékisme, du hanbalisme, du hanafisme qui gêne. C'est cette pratique-là. C'est la plus anti-républicaine, c'est celle qui
continuellement contestent la loi de la République. Et tant qu'on n'a pas cette Vous voulez dire que les histoires de piscine, tous ces points d'achoppement qu'on a régulièrement dans la société française, c'est un activisme salafiste? C'est un activisme salafiste politique, c'est-à-dire que demain ils vont demander à être séparés des femmes dans les lieux de travail, ensuite ils vont demander d'arrêter les chaînes pour faire les 5 prières, etc. C'est-à-dire c'est une guerre de mouvement perpétuelle, comme le terrorisme, c'est-à-dire toujours venir là où c'est le plus difficile. Et donc tant qu'on ne désigne pas ça, et tant que les autorités musulmanes ne font pas une règle de l'islam de France, ce qu'ils ont tenté de faire au mois de juin 2014, on continuera sur cette ambiguïté. Il faut que le politique prenne ses responsabilités. Non, mais je parlais au plan global, mais en France, non. Et la grosse erreur a été commise en 1989 à partir du voile à Creil, où on n'a pas su répondre. Et on avait cette question qui était: que fait-on contre les salafistes en France? Sont-ils liés par leur idéologie au terrorisme islamiste? Votre réponse est oui. Non, il y a pas tous les salafistes, mais pas tous les salafistes, mais ils préparent psychologiquement. C'est-à-dire que de toute façon, la radicalisation violente est toujours précédée d'une radicalisation politique. Oui. On ne passe pas directement de l'un à l'autre. Et donc, tant qu'on prépare le terreau, et rappelez-vous ce qu'a été le Londonistan, c'est-à-dire qu'on avait à l'époque, dans le droit anglo-saxon, la liberté de parole absolue, il y avait des discours de haine, de racisme, de violence extraordinaires. Monstrueux. Et on faisait filmer tous les jours et où tout le monde pouvait venir. Et donc il y a un moment où il faut arrêter. En France, on a des lois qui protègent effectivement l'expression, etc. Mais entre, si vous voulez, le déni consistant à dire mais ce sont des mauvais musulmans, on n'en parle pas, ou la stigmatisation de tous les musulmans sont responsables, il y a une responsabilité fondamentale des intellectuels musulmans aujourd'hui sur ce sujet. Un mot d'Asni Abidi. Il y a 3 formes de salafisme. Il y a un salafisme quiétiste, le tabléri, qui ne verse pas dans le politique. Il y a le salafisme politique. L'Arabie Saoudite est un pays salafiste par excellence, puisqu'elle est dirigée par le wahhabisme. Il y a le salafisme djihadiste, la nouvelle forme, qui en fait prend l'origine, ou la matrice doctrinale et idéologique dans certains écrits pour les développer en action militaire. Un autre élément, à mon avis, important, c'est que en France, le pays laïque, c'est le pays où en Europe, on parle plus de la religion. On parle de repas cachers, de pas halal, on parle de la mixité, etc. Et c'est très important à ce que le débat ne soit pas dominé par le religieux en France. Et c'est très inquiétant. D'ailleurs, moi, je vois de loin qu'il y a une dimension religieuse dans le discours politique. Quand j'entends Estrosi parler de troisième guerre, c'est inquiétant. Quand il parle de 5e colonne, c'est très inquiétant, c'est dangereux. Il frise avec l'incitation à la violence. Vous savez pourquoi? D'ailleurs, il y a un élément très important dans la loi de renseignement. Vous savez ce que quoi? C'est ce qu'on appelle une atteinte aux formes de la République. Vous savez, combien on a de militaires français de confession musulmane, combien on a de gendarmes et de policiers, et donc évidemment, et qui constituent un élément, un socle de l'intégration de ce pays. Donc attaquer et dire que nous avons une 5e colonne, je crois que ce sont des propos irresponsables d'un responsable. Des terroristes qui laissent leur carte d'identité dans leur véhicule, un autre qui se blesse avec son arme, bizarre, nous dit un téléspectateur. Théorie du complot. Oui, alors là, c'est la théorie du complot qui revient. Et la même chose que Estrosi, d'ailleurs, parce qu'il parle de complot. Il faut évidemment écarter complètement et surtout pas développer parce que... Non, mais là, c'est quand même, excusez-moi, c'est aussi la théorie des incapables, parce que c'est quand même bizarre. Quelles qu'aient été les coïncidences? Non, mais quand je veux dire c'est bizarre, vous l'avez bien compris, c'est pas, moi je n'accrédite pas du tout la théorie du complot, vous l'imaginez. Mais en tout cas, elle doit s'exprimer, elle doit pouvoir être entendue, et on doit pouvoir la critiquer, bien entendu. Mais là, voilà, on a quand même, c'est l'aspect... peu sérieux de certains de ces garçons. Oui, mais heureusement d'ailleurs. Il faut s'en féliciter. Rappelez-vous l'épisode de Richard Reed, qui était ce Jamaïcain converti à l'islam, qui a voulu faire sauter un avion entre Londres et New York. Il transpirait des pieds. Comme il transpirait des pieds, le détonateur n'a pas fonctionné. Il a été obligé d'enlever ses chaussures. Il a commencé à essayer avec son briquet de faire exploser. Bon. Il y a aussi quand même, heureusement, un départ d'imprévu dans cet attentat terroriste qui échoue. Il y a des ratés aussi dans les djihadistes. Y compris avec des braqueurs connus qui ont fait des erreurs grossières en laissant une trace ADN, une cagoule, etc. Donc heureusement qu'il y a ce facteur chance qui joue aussi pour la société et les services de police, heureusement. Un attentat raté n'est-il pas déjà une victoire puisque le but recherché est de distiller la peur? Je crois que ça a été dit médiatiquement tout à l'heure. Leur but, c'est que, rappelons-nous, Mera a filmé tous ses actes. Avec une petite caméra, il a tout filmé pour en faire un film de propagande. Oui. Donc, dès qu'on en parle, ils ont gagné parce qu'effectivement, ça peut donner l'idée, comme ça a été dit tout à l'heure par M. Gonessas, à d'autres de vouloir faire la même chose pour justement promouvoir cet islamisme. Vous savez, moi, depuis quand j'ai fait mon étude sur la contre-radicalisation, j'ai été invité à une douzaine de séminaires nés d'initiatives locales, de cadres musulmans, d'ingénieurs musulmans, de gestionnaires de mosquées, d'imams, sur la radicalisation, que peut-on faire contre? La mobilisation est venue de la classe moyenne musulmane bien avant le CFCM et bien avant les attentats. Et ça, c'est le phénomène le moins visible. Pourquoi? Parce que, comme vous l'aviez dit une fois dans un reportage,
ces gens-là se sont intégrés en demandant non pas la différence, mais l'indifférence. Et comme ils se sont intégrés tranquillement, ils ne savent pas communiquer. Et donc, quand il y en a un qui m'a dit « mais j'ai envoyé un article au Monde, ils ne l'ont pas pris ». J'ai dit, moi j'en ai envoyé 15, ils ont pris le 13e, et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris le 12e. Donc cette thématique-là, c'est-à-dire montrer cet effort qui aujourd'hui n'est pas visible, est une chose absolument essentielle. Quelqu'un fait un téléspectateur fait référence à notre titre de ce soir, terrorisme, mobilisation générale, en disant mobilisation générale, d'accord, mais pour combien de temps encore? On le dit, les forces de police sont épuisées en ce moment, ne serait-ce que les tenues. Enfin, moi je passe tous les jours devant des écoles juives où je vois des militaires en permanence. C'est un thème qui va être à l'ordre du jour du Conseil des ministres de mercredi, puisque justement Monsieur Le Drian, le ministre de la Défense, va demander, parce qu'il y a aussi l'armée qui est engagée dans la sécurisation du territoire, qui va demander à ce qu'il bénéficie d'un certain passe-droit par rapport justement aux économies budgétaires qu'on est en train de faire pour avoir davantage d'hommes et pour avoir davantage de moyens. Et un règlement politique, on l'espère. On sait très bien que c'est lent, mais le règlement de la crise syrienne et la crise irakienne va probablement quand même nous laisser respirer. Et un dernier mot de Jean-Marc Bailleul. Par rapport à l'épuisement auquel vous faisiez référence, c'est une mission, on est au service du public. Maintenant, il faut peut-être revoir notre façon de sécuriser les lieux. On ne peut pas sécuriser 40 000 églises. Il faut peut-être faire des patrouilles plus dynamiques que statiques, parce qu'il ne faut pas non plus que les policiers ou les militaires soient des cibles potentielles faciles. Je crois que c'est pas ça qui est dissuasif. Merci infiniment les uns les autres d'avoir